France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, le dernier grand forum de ce mois béni du Ramadan à cette heure-ci, puisqu'à partir de lundi, le grand forum reviendra en lieu et place à son heure initiale, j'allais dire entre 16h et 18h30. Voilà, ceci étant, nous sommes vendredi, ravi de vous retrouver sur Point Radio pour m'accompagner. Mourad Goual, le Marseillais le plus à l'heure de la planète. Salut Mourad. Bonsoir Christophe, bonsoir chers auditeurs. Et le Parisien le plus en retard de la planète s'appelle Tarek Mami. C'est épuisant. Voilà, c'est épuisant, mais rien à faire, c'est comme ça. Voilà. Jusqu'à 19h avec un programme ma foi très chargé sur France Maghreb 2. Tout d'abord, ton coup de cœur, mon cher ami Mourad. C'est un avis tranché, plutôt un coup de gueule, on va dire. Ouais. Sur les discours politiques en direction des musulmans pendant ce mois du Ramadan. Et je suis quelque peu en colère, on va dire. Discours absent ou Non, discours insultant et avec des musulmans qui tapent des mains et qui vont faire des selfies après les discours. Et je crois qu'on comprend pas du tout ce que ces gens-là nous racontent. D'accord. C'est un peu grave. Bon, très bien. Un coup de gueule, donc que vous pourrez partager ou pas avec notre ami Mourad Goual. C'est un coup de gueule aussi qu'a choisi de nous parler Tarek Mami tout à l'heure, parce qu'il a regardé l'émission sur le Ramadan sur France 2. Une émission à vomir, dit-il. On verra pourquoi, il nous expliquera pourquoi. Et puis son coup de cœur sera musical, sera une chanson de Francis Cabrel. Tout à l'heure, nous écouterons aussi Anouar Bibesh, le président du CFCM, puisque vous savez, tout au long de cette semaine avait lieu le dîner iftar de CFCM avec un invité de prestige cette année, Emmanuel Macron, qui était l'invité. C'était une première en tant que président français qui est venu participer donc à cette iftar. Nous aurons comme invité tout à l'heure à 18h Ulysse Rabaté pour savoir ce qu'il advient du recours de Farid Amrani dans la première circonscription de l'Essonne face à Manuel Valls. Réponse à 18h avec Ulysse Rabaté, le premier suppléant de Farid Amrani, qui sera notre invité tout à l'heure à 18h. Voilà le programme très chargé. Une nouvelle fois le zapping, bien sûr, l'actualité, les coups de cœur et tout ce qui s'ensuit. Et puis bien entendu, on n'oublie pas à l'occasion de ce radioton tout au long de ces 3 jours de participer, d'aider les Palestiniens qui en ont évidemment grand besoin, pour se faire un seul numéro de téléphone, 01 48 48 85 85, 01 48 48 85 85. Émission spéciale aussi demain entre 16h et 18h avec Inda Djiridi et donc ses invités pour ce radioton. Demain, dernier jour de ce radioton, on compte sur vous, la générosité doit être au rendez-vous. 01 48 48 85 85, cbsp.fr. Chers amis, on se retrouve dans un instant avec Amar pour faire l'histoire du Ramadan. On a essayé de feuilleter avec lui les différents jours de ce mois sacré du Ramadan. Nous sommes aujourd'hui le 28e jour. Et que s'est-il passé en 28 Ramadan? Vous le saurez dans un instant, après une très belle chanson qu'on n'a pas eu le temps d'écouter en entier la semaine dernière, proposée par Tarek Mami. Voici Lotfi Bochnak sur France Maghreb 2. Voilà, de grands applaudissements bien mérités en tout cas pour un artiste de légende, monsieur Lotfi Bochnak à l'instant sur France Maghreb 2 en guise de coup de cœur. Voilà une chanson qu'on n'a pas eu le temps d'écouter en entier la semaine dernière, tellement vous aviez été très bavard avec Tarek Mami. On se l'est mis donc cette semaine. C'est Tarek qui est bavard. C'est Tarek, c'est vrai. T'as raison, Mourad. T'as raison. 01 40 33 9000 bien entendu pour nous joindre, mais pour l'heure on va faire un peu d'histoire avec l'ami Amar. Salut Amar. Salut, salam alaikum. Alaikum salam. Tiens Amar, tu vas faire connaissance avec Mourad ce soir. Ah, très bien. Oui. Enchanté Amar. Oui, parce que l'équipe du RGF part au resto ce soir, je tiens à vous le dire, voilà. Alors, mon cher ami Amar, oui. Nous sommes le 28e jour de Ramadan, autrement dit, c'est la fin presque de ce mois béni de ce Ramadan, bien sûr. Alors, que s'est-il passé un 28 Ramadan, Amar? 28 Ramadan, dans l'enquête de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousera Zeynep bint Khuzaima, la Rahma, qui sera surnommée par sa grande générosité, la mère des pauvres. Avant que son créateur, subhanahu wa ta'ala, ne le rappelle à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à ses épouses que celle qui sera la première à le rejoindre sera celle qui a le bras le plus long. Alors bon, donc parmi elles, il y en avait une qui avait effectivement un bras plus long que les autres épouses, donc pensaient, bon, donc ça sera elle qui sera la première à rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, c'est parce que ce que voulait dire par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'était une métaphore. Et donc celle qui avait le bras le plus long, c'était la plus généreuse encore une fois, Zeynep bint Khuzaima, la Rahma, et c'est ce qui s'est passé, ça a été la première de ses épouses donc à le rejoindre. Voilà ce qui s'est passé donc l'an 4 de l'Hégire, donc 28 Ramadan. En l'an 9 de l'Hégire, alors là c'est l'entrée dans l'islam de la tribu de Taïf, qui auparavant combattait le prophète. Et là, une délégation était donc venue retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam
et séjourna quelque temps avec lui en posant plein de questions sur la religion, telles que notamment sur donc le vin, la fornication. Sur la fornication, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par la sourate 17 verset 32, et donc j'ouvre les guillemets, approchez point, la fornication en vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Fin de citation. Ou encore sur le vin, parce qu'il y a depuis quelque temps une polémique sur le vin, comme quoi il y en a qui disent « Oh bah non, le vin, il est pas interdit en islam ». Il faudrait, avant de dire n'importe quoi, se référer au texte du Saint-Coran et les nombreux hadiths rapportés notamment par Bukhari et Muslim. Alors donc, sur le vin, voilà, je cite « Oh, les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. » Et ça, si vous retrouvez ça dans le Saint-Coran, donc la sourate 5, autrement dit la table servie, Al-Maïda, et aussi dans la sourate An-Nisa, les femmes, oh, les croyants, n'approchez point de la salate alors que vous êtes ivres. Voilà donc pour ce qui concerne le vin. Et nous sommes là en l'an 92 de l'Hégire. J'ai eu l'occasion à différentes reprises donc de parler de ce sujet. C'est Tariq ibn Ziyad, rahimahullah, qui à la tête des troupes musulmanes bat celle du Visigoth Rodrigue à la bataille de Guadalate, donc dans l'actuelle Espagne ou l'Andalousie. L'armée donc de ce dernier Rodrigue comportait, selon les historiens, entre 40 et 100 000 hommes, et celle de Tariq ibn Ziyad, rahimahullah, 12 000 hommes. Et après donc l'arrivée des musulmans en Al-Andalus, l'Espagne écrira, alors là je cite un musulman espagnol, j'ouvre les guillemets, les pages les plus glorieuses de son histoire. Et donc on ferme les guillemets, et ce même espagnol a dit que en travaillant, les autorités espagnoles ont fini par admettre que c'était effectivement vrai. Et donc c'est vrai qu'aurait été Cordoue, Grenade, Séville, entre autres, sans la présence et l'apport des musulmans. Vous savez que Cordoue, dans sa page la plus glorieuse, donc du temps des musulmans, c'était la ville la plus importante d'Europe, c'est la plus peuplée, la plus cultivée, etc., etc. Et donc voilà, c'est en ce qui concerne les musulmans en Espagne, c'est que ils ont apporté tant de choses, que notamment sur la médecine, la philosophie, les arts, l'architecture, les arts culinaires, etc., etc. Et pour finir, récemment, un historien espagnol a dit que avant l'arrivée des musulmans en Espagne, il n'y avait pas de civilisation. Voilà donc pour c'est ainsi que nous finissons ce mois sacré. Enfin, il nous reste encore un ou deux jours pour jeûner, mais pour donc. Comment ça, un ou deux jours? C'est demain, fini, terminé, alors. Comment? Demain. Ah bon? Il paraît, enfin, je sais pas, moi. Oui, tant que, normalement, c'est ce sera demain le dernier jour, Inch'Allah, ou dimanche, hein. Amar, une question. Une question. Oui. Je me suis laissé influencer par Christophe, mais je trouve que finalement, il a pas tort. Comment ça, tu t'es laissé influencer? Moi, j'en ai assez chaque année de pas savoir quand est-ce qu'on commence, de pas savoir quand est-ce qu'on finit. Et finalement, je vais faire comme beaucoup de gens, enfin, de plus en plus de gens font. Je vais acheter un calendrier. Et je vais commencer avec ce calendrier, et je vais finir avec ce calendrier, et puis qu'importe les ulama, les influences des pays ou des uns et des autres, je vais faire par rapport aux dates calendaires. Mais t'as pas besoin d'acheter les calendriers, puisque t'as les données scientifiques, il n'y a pas plus parlant que les données scientifiques là-dessus. Pas besoin d'acheter un calendrier, j'irai acheter de la viande, on me donnera le calendrier avec. Mais tu comprends ce que je veux dire, Ahmad. Donc on est un peu désabusé, on en a marre de ces nuits du doute qui n'en sont pas, on en a marre. En 2013, on avait commencé le ramadan, et puis à midi on nous dit qu'il faut l'arrêter. Enfin, catastrophe. C'est ridicule, on est en train de toucher le fond. Enfin, on a touché le fond et on continue à creuser, ça tout le monde le sait. La Turquie, ils ont plus de problème depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait quoi ton avis, si tu en avais un dessus? Non, mon avis, je suis peut-être de ce côté-là en désaccord avec toi. Moi, je suis dans ce domaine plutôt du côté traditionniste. Traditionnaliste, oui, parce que tu penses que finalement ils sortent l'appareil là pour regarder comment il s'appelle là, le truc. La lunette là. La lunette pour regarder le croissant lunaire à la mosquée de Paris demain soir. Je sais pas si à la mosquée de Paris ils le font, mais dans nombreux endroits à travers le monde, oui. Oui, là on parle d'ici, en l'occurrence. On le sait, on arrive à calculer les coefficients de marée avec des années à 5-10 ans en avance. On arrive à savoir quel jour tombera l'Eid al-Adha et tout, et on n'arrive jamais à savoir officieusement quand est-ce que l'Eid al-Fitr tombe. Je pense qu'on se moque de nous, il faut qu'on arrête. Et ça fait partie, si tu veux, d'une revendication qui englobe aussi ces escroqueries du pèlerinage à la Mecque, où on demande aux gens 6 000 € qui payent souvent en espèces. 6 000 €,
t'es gentil. Hein. Alors que le pèlerinage ne revient qu'à 2500 €. Donc entre les guides et les organisateurs qui se gavent sur le dos des pèlerins, j'en parle pas. Les moutons pour le Eid al-Adha qui, comme par hasard, 3 semaines avant la date de l'Eid, subissent une flambée de 300%. Et à un moment donné, il faut que nous, en tant que pratiquants et en tant que musulmans à notre modeste niveau, on dit stop, arrêtez. Mais ça, de toute façon, on a une responsabilité, effectivement, parce que si les gens, ils acceptent de payer telle somme, après tout, bah, les autres, pourquoi pas, hein. C'est un petit peu bon dans un domaine qui n'a rien à voir et tout. Comme on dit, ouais, les footballeurs, ils touchent tant, mais on vous donne 100 000 €, par exemple, on dira non, c'est trop, donnez-moi-en que 30. Non, mais Bon. Ah oui, les gars, vous allez discuter ce soir. Ces gens-là, ils se font, bon, il y a les escroqueries au pèlerinage. Bon, bah, pour éviter le genre d'escroquerie au pèlerinage, moi, l'imam dans la mosquée à laquelle je vais, il n'y a jamais eu de problème parce que c'est lui qui accompagne, donc, les pèlerins. Il n'y a jamais de problème. Il va avec eux, s'ils ont des problèmes sur place, c'est lui qui les résout. S'ils sont malades, il va les visiter. Il n'y a jamais de problème. Le problème, c'est pas l'accompagnement, c'est le coût. C'est ce qu'on demande. Oui, non, mais l'accompagnement aussi, des fois, bon, bah, vous arrivez, il y a des fois, des gens, ils sont arrivés à l'aéroport, puis hop, bah, le guide n'est pas là et autres et tout ça, ils se retrouvent, bah, est-ce que c'est normal, ça? Non, mais c'est pas normal, et d'ailleurs, c'est pas normal aussi que le guide soit rémunéré entre 300 et 400 ou 500 € par pèlerin, alors qu'il pourrait faire un tarif global en disant, j'ai 20 pèlerins, je prends 1000 € parce que je fais ça pour la religion et pour Dieu. Non, ils font ça pour le business. Donc, le guide se prend en moyenne à 400 € de main à main parce qu'il n'est pas déclaré. L'organisateur, ce que lui coûte l'organisation pour un pèlerin, c'est à peu près 2500 €, et bien, il facture ça entre 5005 et 6000 €. Dans 90% des cas, c'est des espèces. Et on est là, on est des moutons, on pratique avec ces gens-là. Et puis quand on ose dire qu'on n'est pas d'accord, ben on passe pour des diviseurs, tous les mots de la terre, quoi. Bon, Amar, à tout à Il y a l'heure. beaucoup de travail à faire dans la communauté. Faut commencer à le dire, je pense. Oui. Merci, Amar. Au revoir. Salam alaikum. Allez, ça arrive tout là, puis à ce soir. Ciao. 01 40 33 9000. Bah, vous pouvez nous donner votre avis, justement. Est-ce que vous êtes comme Amar, donc plutôt traditionnaliste, ou est-ce que vous êtes plutôt comme Mourad? Ça suffit. J'en ai ma liste. On en a, les données astronomiques sont là, les données scientifiques. Tu prenais un bon exemple, les marais. Est-ce que tu crois que les mecs qui partent en mer, pour aller faire de la pêche. Tiennent compte des calculs qu'on leur donne, justement. Non, mais je veux dire, c'est de leur vie dont il est question. On joue pas avec la vie des gens. Les marées, la lune ne se trompent jamais pour le coup. Marée haute à telle heure, marée basse à telle heure, ce qui se permet en tout cas pour eux d'aller en pleine mer, donc de pouvoir partir à l'heure exacte et de revenir à l'heure exacte. Donc arrêtons d'être encore dans la tradition, c'est bien, c'est une bonne chose. Si tant est, il faut qu'elle soit respectée. Alors moi je vais vous dire, hein, si vous voulez être traditionnel jusqu'au bout, normalement la tradition veut qu'on annonce après la prière de Maghreb. Si c'est demain le Ramadan ou si c'est la Eid dimanche ou lundi. Or ici vous avez remarqué, c'est toujours avant 20h. Bon, d'accord, donc les traditionnalistes, je veux bien. Alors soyons traditionnalistes jusqu'au bout. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, t'as tout à fait raison mon cher. Kamel à l'appareil. Oui, bah oui, on t'a reconnu. En même temps, t'es un abonné de l'émission. Qu'est-ce qui se passe, Kamel? Eh ben, écoute, il se passe que je partage entièrement ce que tu viens de dire, et moi je fais comme ton invité, dont je n'ai pas retenu le nom là. C'est Mourad. Le Marseillais, Mourad. Bonsoir Mourad, bonsoir aux auditeurs auditrices. Et effectivement, moi j'ai fait, il y a quelques années, puisque au sein de mon couple, figure-toi que j'étais confronté à tout ça. Ah bon? Et j'ai pris le fait de prendre ce calendrier, d'appliquer ça, voire, il me semble, quelquefois d'en rajouter un petit peu parce que j'ai considéré devoir le faire. Ça ne regarde que moi. Mais je l'ai fait de cette manière. Et je m'en suis sorti et je suis effectivement dépité lorsque j'entends ces conflits chaque année. Moi, je fais partie également de ces gens qui regardent ça avec de manière dépitée. Ça, c'est très important. Je t'appelais surtout pour te parler d'une petite chose et j'aimerais que les auditeurs et auditrices prennent note de tout ça. Tu sais qu'il y a tu l'as très rapidement annoncé hier, il y a une marche qui est en train de s'organiser. Ouais. Tu as entendu parler de ça. Et là, je trouve qu'il a, encore une fois, ça démontre que chez nous, les musulmans, nous avons tout à fait intérêt à réagir. Voir monsieur Chaldoumi s'acoquiner avec monsieur Maré Calter, je ne sais pas ce qu'il vient faire là-dedans d'ailleurs. C'est deux meilleurs amis, c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble, ils ont toujours travaillé ensemble. Oui, non, mais on sent bien, et on voit bien la manipulation qui est faite auprès de cet ignoble individu, ce personnage médiocre. Je crois qu'il faut le dénoncer, je le dis de manière crûment sur l'antenne. Il y aura 3 personnes, ça marche, on va même pas en parler, ça sert à rien, Kamel. Comment ça sert même à rien d'en parler, parce qu'il y aura que 3 personnes, là, ça marche.
Non mais attends, non mais c'est pas ça, Christophe. Ce qu'il faut arriver à capter là-dedans, c'est la volonté de manipulation de la communauté musulmane. C'est ça qui est très important. Ouais, mais Chalgoumi, il est grillé à ce niveau-là. Tu sais, il passe plus, à part un peu chez les Comoriens qui eux sont des gens très intègres et qui font confiance à tout le monde. Chalgoumi, il n'arrive à convaincre plus personne. Hein. Mourad, alors étonne-toi bien. Effectivement, tu peux considérer de cette manière les choses, mais c'est pas ça. C'est que derrière, il y a tout un appareil qui est mis via Monsieur Marek Kalter, qui jusqu'à présent semblait être un personnage en dehors de tous ces coups fourrés. Bon, il va là-dedans parce qu'il a peut-être trouvé que ce monsieur qui était prêt à signer, etc., etc. On sent bien la manipulation. On sent bien que, d'ailleurs, le fait qu'il prévoit place de la République, le 14 juillet avec Monsieur Macron, etc., etc., c'est une certaine manière d'instrumentaliser la communauté musulmane, voilà, et c'est ça qui est très important. Il faut que les musulmans soient conscients de tout ça, et c'est pour ça que aujourd'hui encore, je le dénonce. On va pas se faire avoir. Kamel, oui, sors ton carnet de chèques pour le Radioton, hein. Comment? Tu sors ton carnet de chèques pour le Radioton, s'il te plaît. Absolument. Bon. Non, sur le Radioton, je vais participer au même titre qu'hier. Je vous ai écouté très, très sérieusement de cette dame qui a été avec son mari en prison. Et ça, c'est inacceptable que nous ne puissions pas réagir. Alors, je ne sais pas si vous avez plus d'informations que moi, mais voilà, ça fait partie. Je suis révolté de la manière dont nous sommes traités. Ils ont été soutenus par le CCIF quand même. Non, par le CRI. Le CRI, pardon. Mais ça s'est un peu embrouillé. Ouais. Oui, mais il semblerait que le CRI se soit désolidarisé. Et moi, j'aimerais bien savoir pour quelles raisons. Voilà. J'ai un ami, d'ailleurs, s'il t'écoute, Mouji, si tu peux venir nous expliquer. Non, c'est pas la peine. Non, j'ai des trucs, ça sert à rien qu'on relaie ça. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de conflit à 2 balles. Mais il faut soutenir les gens, parce que les gens, soutenir les gens, c'est tout. Elle est bergère, etc. Alors, on connaît pas tout le fond de l'histoire. Peut-être que vous avez des informations, mais c'est inacceptable que nous soyons pointés, insultés, discriminés de la sorte. Je fais partie de ceux qui se rangeront toujours aux côtés des gens qui sont humiliés. Voilà, je le dis. Merci Kamel. Voilà. Allez, ciao. Merci beaucoup, Kamel. Salut Kamel. 01 40 33 9000, évidemment, vous pouvez nous appeler pour participer. Bon, en guise d'ouverture d'émission, on a juste parlé un petit peu de cette probabilité de la Eid qui pourrait être soit dimanche, soit lundi. Faut respecter la probabilité, bien qu'il y ait une grosse probabilité pour que ça soit dimanche. Mais c'est vrai que avec cette méthode finalement adoptée que tu choisis, Mourad, à l'avance, comme les Turcs, comme beaucoup de gens aussi qui suivent les calculs astronomiques, ça permet aussi de s'organiser. Si demain soir on te dit que c'est la Eid lundi, comment tu fais pour prendre ta journée? Moi je suis embêté parce que j'ai pris mes billets de train pour descendre à Marseille et je dois rentrer quoi qu'il arrive dimanche. Et voilà. Et si c'est la Eid lundi, tu fais comment? Je rate cet événement avec je serai pas là. Je serai à Paris pour mes obligations. Allez, pub. Dans un instant, Tariq Mami, j'espère sera-t-il là, je ne sais pas. Il s'est perdu peut-être. On va le retrouver. Ne bougez pas, vous êtes bien sur France Maghreb 2, vous avez raison d'y rester. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Monsieur Mourad Goual qui est avec nous jusqu'à 19h. Tariq Mami qui devrait aussi nous rejoindre d'ici quelques instants bien sûr. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus avec nous en direct. Je vous rappelle qu'on recevra Ulysse Rabaté dans un instant à 18h pour parler de cette affaire, de ce recours quand on menait Farida Amrani contre Manuel Valls, donc dans la première circonscription de l'Essonne. T'as suivi un peu cette affaire, Mourad? Je l'ai découverte surtout comme tous les Français le soir de l'élection. Ouais. Sur BFM en plus, parce que BFM a été la première chaîne à diffuser cette image. En plus, il y avait un duplex sur l'image où on voyait les supporters de Farida hurler escroc, tricheur à Valls. Et bien entendu, on voyait tous les larbins de service qui sont toujours nos confrères Black et Beurre venir empêcher ces gens de crier leur colère. Et je trouve que c'est grave. Et que l'écart de voix va permettre à ce recours de voir le jour. En tout cas, on va savoir ce qui se passe réellement, concrètement, avec Ulysse Rabaté, qui sera notre invité évidemment dans quelques instants, bien sûr. 01 40 33 9000, on va faire un petit tour du côté du standard, on vous intercepte bien sûr, avant de démarrer notre zapping et notre série d'infos à commenter avec vous. Alors bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, c'est Abdelrahman de Paris. Bonsoir Abdelrahman. Bonsoir Abdelrahman. Oui, en fait, je voulais intervenir par rapport au pèlerinage. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Mourad quand il dit aujourd'hui les musulmans sont devenus comme des moutons. Aujourd'hui, chaque musulman qui va au pèlerinage, il participe direct ou indirectement pour la destruction de la Syrie, du Yémen et de tous les pays musulmans. Parce que l'Arabie Saoudite, la source principale économique aujourd'hui, c'est bien le petit pèlerinage et le grand pèlerinage.
Moi, je suis pour boycotter la Mecque et boycotter l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est l'ennemi numéro 1 des musulmans. Après, ici en France et ailleurs, on a certaines agences ou certains imams qui nous bassinent avec ça en disant si vous n'allez pas au pèlerinage, vous allez à l'enfer. Le pèlerinage, c'est une obligation, etc. Mais ils oublient de l'autre côté que le jour de jugement, que le bon Dieu va nous juger sur notre argent. Là, on a mis notre argent. Or qu'aujourd'hui, on sait bien qu'une partie de notre argent va pour détruire, par exemple, le Yémen. Abdelrahman, oui. je t'interromps, pardon. Tu sais, ce regard que tu as, il est juste. Mais moi, j'ai un regard beaucoup plus primaire parce que je pense à tous ces gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont économisé pour se payer ce pèlerinage. Et je vais te faire un décompte qui va peut-être intéresser les auditeurs. Oui. Un billet d'avion aller-retour. Alors déjà, les visas sont gratuits. Ça, il faut le savoir. Les visas sont gratuits. Les visas sont attribués par l'ambassade d'Arabie Saoudite aux agences agréées par cette ambassade. Exactement. On peut pas faire mieux. Voilà. On peut pas faire et plus. Ça, on est obligé de passer par l'agence. Ça a été instauré pour mettre un frein à la surpopulation qu'il y avait lors du pèlerinage. Donc les associations, les voyages libres, et comme on pouvait connaître dans les années 80-2000, c'est fini. Donc après, les agences de voyage, pour être agréées, il faut qu'elles aient un volant de visa. Donc si elles demandent sans visa, il faut qu'avant d'obtenir ces visas qui sont gratuites, elles aillent en Arabie Saoudite et qu'elles payent rubis sur l'ongle une réservation pour 100 personnes à l'hôtel. C'est la seule obligation. Ils reviennent avec cette facture acquittée, comme quoi ils ont bien réservé les 100 lits. Et avec ça, ils ont un visa, ils ont le quota de 100 visas. À partir de là, ils vendent leur pèlerinage. Dans ce pèlerinage, ils le facturent entre 5 500 et 6 000 euros, ça dépend des villes. Parce qu'on n'est pas, par exemple, Marseille et Paris, on a plus d'heures de vol de Paris plutôt que de Marseille, donc on a une incidence sur le prix. Alors, un billet d'avion, c'est 900 euros. L'hôtel, moyennement, on va dire 400 euros. Donc on a 1300. Tu peux m'aider à faire les comptes, Christophe, parce que je sais qu'il y a une bonne mémoire. Ouais, 1300, oui. Donc 1300. Les visas sont gratuits. Les vaccins sont pas payants, parce qu'ils sont pris en charge par la Sécu. Le guide, il prend entre 300 et 500 euros par personne. Donc on a 1800 euros. 1800, oui. On ne parle pas de demi-pension parce qu'en général là-bas sur place les gens font leur propre nourriture. Donc on va arrondir avec les frais d'agence et tout le reste. On est à peu près allez, on va dire 2400 euros. Vous voyez, je suis large. Hein. J'ai mis des zéros en plus. On a 2400 euros. Donc il reste à peu près 3000 à 4000 euros qui disparaissent dans la nature. Et avant d'aller alimenter ce que tu dis... Qui s'enrichit là ? Alors justement, avant d'aller alimenter ce que tu dis, et qui est forcément vrai, hein, les régimes militaires des pays arabes et du Golfe, eh ben non, on va alimenter tous ces imams qui sont imams de circonstance parce que ça les intéresse de gagner du pognon sur le dos de l'islam, tous ces organisateurs de pèlerinage. Et aujourd'hui, on a un blanchiment d'argent hyper intensif entre la France et les pays du Maghreb, avec la bienveillance des autorités françaises, fiscales et judiciaires. Parce qu'on permet ce blanchiment. Et moi j'invite par exemple, j'ai fait un travail sur une agence de voyage à Marseille qui est la plus célèbre, où travaille le représentant du Conseil français du culte musulman. Ce gars a un volant de visa de 250 visas par an. Donc si on ramène ça à 6 000 euros, on n'est pas loin de 1 200 000 euros. Ouais. Et quand on regarde le chiffre d'affaires que ce bonhomme déclare, alors il fait pas que les pèlerinages, il fait les voyages, les vols vers le Maghreb, vers les Comores, vers le Sénégal, donc tout ce qui concerne les nationalités locales, il y a des avions qui partent à destination de leur pays. Et bien de 1 200 000 euros, on se retrouve avec des déclarations de chiffre d'affaires de 300 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a 900 000 euros qui s'en vont dans la nature. Et nous, c'est un vrai business, quoi. Et oui, mais bien sûr. C'est un blanchiment d'argent. Les moutons, c'est 150. Ce qui fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans sont tous au courant. Quand ils vont au pèlerinage, ils participent de près ou de loin pour la destruction du Yémen, de la Syrie et de la Libye et de l'Irak. Parce qu'aujourd'hui, les Iraks sont il est au courant que l'Arabie Saoudite, elle est en train de détruire le Yémen et la Syrie. Et on engraisse ces recteurs de mosquées qui n'en sont pas, on engraisse ces guides qui n'en sont pas, on engraisse tout un système de personnes. Et puis quand toi, Christophe, moi ou n'importe qui vient dire mais c'est pas bien ce que vous faites, on vous dit ouais mais attendez, ça te gêne pas d'acheter un jean Levi's à 150 euros et on vient te culpabiliser avec ça. Merci en tout cas Abdelrahman, merci à toi. Merci beaucoup et puis bon courage pour vous. Bonsoir Abdelrahman. Merci beaucoup. Bonsoir Tarek Mami. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je crois que franchement ça y est, Morad s'est fait à la vie parisienne. Non, on va instaurer des pénalités parce que... Et Tarek lui s'est fait à la vie marseillaise. Non mais je suis d'accord. Ah c'est vrai, on est d'accord. Ah, je suis d'accord. Voilà, vous êtes très marseillais dans votre manière de vivre, c'est-à-dire très en retard.
Mais il est souvent à Marseille, Tarek, tu le sais. Oui, je sais. Et d'ailleurs, Christophe, J'aime j'ai beaucoup reçu des Marseille. textos, j'ai manqué à mes devoirs les plus élémentaires. Je salue tous nos amis, tous nos auditeurs marseillais. Et les 2 premiers d'entre eux, mon fils et ma fille, à qui je fais un très très gros bisou. Mathieu Gallet va avoir des ennuis, mon cher ami Tarek. Accusé de favoritisme lorsqu'il était président de l'INA. Oui, mais l'histoire d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Ouais, voilà, ça vient de tomber, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Ah, mais si vous voulez qu'on rentre dans les détails, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une période de moralisation à outrance, ce qui fait qu'on va en fait essayer de rattraper les... Alors, qu'est-ce que je veux dire? Non, mais les combien d'années? Disons que ça a commencé en gros, pour faire simple, et ça a commencé à sortir depuis la présidence de M. Mitterrand, puisque jusque-là, tout était entre droite et caché de 58 jusqu'à 81. Donc rien ne sortait. Les mecs, quand ils avaient un problème entre eux, ils s'arrangeaient entre eux. À partir de l'arrivée donc de M. Mitterrand, donc la gauche, au bout de 30 ans, et il a fait des choses comme les autres, sauf que cette fois, les autres qui ont accès aux mêmes documents commencent à sortir. Et je vous passe sur la cassette mairie, sur Jacques Chirac, sur DSK, sur toutes ces affaires. Et aujourd'hui, si vous voulez, la France est en train de découvrir en fait, et en réalité par quelques personnes à moralité très forte, que dans les classements internationaux de la corruption, la France arrive quand même en 50e position, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers, elle est dans les 50 premiers. Et quand vous avez une puissance comme la France, Conseil de sécurité, veto, bombe nucléaire, qui se retrouve dans ce classement, ça donne l'état de la société. Et aujourd'hui, donc, cette moralisation à outrance, je pense qu'elle va avoir son revers, c'est-à-dire qu'on va aller tellement loin qu'après, d'autres vont dire, bon, faut maintenant trouver une opération médiane. Et j'allais dire, si je pouvais donner un conseil au nouveau président en place, la situation médiane, voire la meilleure, c'est le comportement des hommes politiques et des citoyens dans les pays du Nord, c'est-à-dire là, en gros la Suède, la Norvège et le Danemark, où là, les gens n'ont rien à se reprocher, parce qu'ils ne confondent pas, comme disait l'autre, leur poche droite et leur poche gauche, et ils utilisent leur salaire pour vivre et l'argent de l'État pour servir l'État. Et donc, monsieur le président de Mathieu Gallet, on en a entendu des belles et des pas mûres. C'est quand même un personnage sulfureux, quoi. Oui, non, mais on en a plein de choses sur la Porsche, sur l'essence de la Porsche. Il est libre d'avoir les voitures qu'il veut, mais à partir du moment où ça passe sur le fonctionnement, et ainsi de suite. Mais bon, grand bien lui fasse. Je pense qu'il lui reste encore 2 ans. Il est intouchable là où il est, contrairement à tous ces hommes politiques. Et on verra si à la fin de son mandat, il sera reconduit ou pas. Sa prédécesseur avait dû démissionner. Non. Sa prédécesseur, elle n'était pas sa prédécesseur, elle était sa subordonnée à l'INA. Et puis après, elle est devenue un petit peu responsable. Et elle a utilisé les taxis. Oui, les taxis, c'est pas la même chose. Ouais. Agnès Salle, c'est ça? Oui, tout à fait. Taxi, oui. Et par contre, pour monsieur Gallet, déjà il y a 3 ans, on parlait du fait qu'il avait fait des appels des offres sans des appels d'offres. Et donc c'est un vieux dossier, mais peut-être que maintenant... C'est lui qu'on soupçonnait d'être le compagnon de M. Macron. Non, mais qu'on soupçonnait, c'est lui que la presse d'extrême droite a dit que c'était... Voilà. Et que, bien sûr, j'allais dire... Bon. La seule chose pour lui, c'est qu'il revêt de la victoire de la droite, Fillon notamment, pour devenir ministre de la Culture. Et là, c'est râpé pour lui. Bon. Alors, pour Ulysse Rabaté, je vous précise que c'est un peu compromis. Parce que pour Ulysse Rabaté, qu'on devait recevoir à 18h, en fait, leur avocat leur demande de ne pas parler du recours. Ah. Voilà, donc on est en train de voir ce qui va se passer pour si on d'accord, leur avocat, donc vous voyez Christophe, bon, hors antenne on se dira des choses, mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire tant que c'est pas fait. Et puis est-ce que le grand Manitou s'est exprimé depuis? Non, c'est ça qui est triste. Bon, alors voilà. Si le grand Manitou ne s'exprime pas, monsieur Mélenchon, et si machin truc, avoir quelques citoyens qui se battent comme des fous. Non mais il y a les citoyens comme des fous parce qu'ils croient eux à la démocratie. C'est le dernier d'ailleurs dans ce pays. Vous verrez mon petit papier tout à l'heure, cher Christophe, où je suis vraiment en forme là aujourd'hui. Ah oui, c'est sur quoi? Sur la nuit de l'émission du Ramadan? Oui, tout à fait. Ah bah qui me sort de mes gants. Mais pourquoi? Ah bah vous allez. J'ai regardé le casting, il m'a l'air bien. Ah oui, une salle parsemée. Non, mais c'est pas ça. C'est un super casting pour le Ramadan. D'accord. Ah bon, pour le Ramadan, je répète. Et pour la 3e fois pour le Ramadan. Cette émission n'a pas sa place pendant le Ramadan. On y reviendra tout à l'heure. Elle peut être diffusée n'importe quel jour de la nuit, de l'année. Elle peut être même diffusée pendant le Ramadan, mais avec le titre Soirée festive du Maghreb. Ouais. Mais pas le Ramadan.
D'accord, parce que pour vous, c'est quoi le Ramadan en fait? Bon, vous nous direz tout ça tout à l'heure, bien sûr. Alors, on va parler un peu d'actualité. La Russie, notamment, qui annonce le tir de plusieurs missiles depuis la Méditerranée sur des cibles en Syrie, depuis des navires de guerre et un sous-marin. La Russie, presque certaine qu'Abou Bakr el-Baghdadi, le chef de l'organisation Daesh, a bien été abattu le mois dernier. Information sûre à 100%, c'est ce qu'ils disent. À 100%, ouais. Donc on n'a pas l'ADN. Le président de la commission de défense du Conseil de la Fédération, c'est-à-dire la chambre haute du Parlement russe, donc qui annonce cette information. La Russie, là, pour le coup, qui frappe directement Daesh là aujourd'hui. Tarek. Oui, tout à fait. Il est occupé, Tarek. Non, il n'est pas occupé. J'arrive pas à me remettre. Sincèrement, vous n'allez pas me croire. Mais il y a trop de choses qui sont passées en 24 heures, desquelles j'arrive pas à me remettre. Donc, oui, tout à fait. Donc, cette émission, Les Nuits du Ramadan, la non-diffusion par toutes les télévisions publiques et privées des discours de M. Macron, j'en parlerai aussi dans le papier. Cette histoire qu'on remet sur le truc, la nuit du doute, demain, je veux dire à la dernière seconde, j'ai écouté Morad et Ammar et vous-même, cher Christophe. Moi, ici, j'ai toujours ma position de directeur de radio qui, elle, respectera, entre guillemets, le mot respect, parce que ça vaut pas, respectera les institutions. Et j'ai ma position personnelle qui est qu'il n'est pas normal qu'en, depuis 1974, tous les pays musulmans se sont réunis en Turquie et ont adopté le principe du calcul. 1974 ou 76. Ils ont rajouté une phrase à leur communiqué parce qu'il faut toujours laisser les phrases à la porte ouverte. Mais chaque pays, il va selon son propre rythme. Comment ça s'appelle? La Turquie est allée, d'autres pays y ont allé. Et là, avec tout ce qui se passe du côté de l'Arabie, du Qatar, de la Syrie et tout ça, regardez la situation. Bon, et c'est de la cafouine et c'est de la politique, ce n'est plus de la religion. Tout à fait. Et donc, pour moi, si vous voulez, au vu des calculs, des lectures et tout ça, le dimanche est le premier jour. Et pourquoi le dimanche est le premier jour? Parce que nous vivons tous sur une même terre. Tout à fait. Et c'est lui qui commence à dire, oui, on voit bien en Amérique du Nord, mais on ne le voit pas au Moyen-Orient. Ce qui est logique, il y a des faisceaux horaires. Non, mais je pose juste une question. Est-ce que l'Amérique du Nord sur la terre. Et l'Arabie Saoudite sont sur la même terre ou est-ce qu'il y a deux terres? Donc, où on part sur des trucs très simples et très basiques. Et on prend cette belle expression que l'islam est la din al-yusr, c'est-à-dire la religion de la facilité, où chacun fait ce qu'il veut. Et donc, il y a les positions publiques, il y a les positions privées. Et Christophe l'a rappelé tout à l'heure, et moi je le dis tous les ans, vous achetez tous les ans, le 5 janvier de l'année qui commence, votre calendrier de la Poste. Tout à fait. Et vous regardez la marée basse, la marée haute. Et tous ces gens-là, ils ne sont pas à une journée de salat et de saum près, ils sont sur la vie des gens. Et les gens qui prennent le bateau avec la marée basse ou la marée haute, c'est leur vie qui joue. Et tant que les nôtres viennent nous expliquer que la tradition, que le plaisir, il y en a même respecter comme il faut déjà la tradition. Non mais il y en a même un qui m'a énervé. Ouais. C'est l'un des plus grands auto-représentants de l'islam. On est encore pendant le Ramadan. Lequel est-ce? Non mais justement c'est non. Jean-Marc il va me dire t'as cassé ton jeûne en ces temps et un truc. Non mais pire que ça. Et le mec il dit. Dans le Ramadan, le seul plaisir, c'est d'attendre à 22h pour savoir si c'est demain ou après-demain. Bien sûr. Bon, mais avec ça, vous allez construire des citoyens. Tu sais, Tarek, c'est un vrai sujet, et je pense que ça nécessiterait une grosse émission. Nous en faisons tous les ans. Mais je pense que les auditeurs ont beaucoup de choses à dire. Oui, non, mais les auditeurs, et là, je reçois pour une fois Christophe à 1000%, ils passent 300. Oui, pour une fois, pour être clair, ils passent la vie. Il y a combien de jours dans la vie? 365, 366, disons 365. Il passe 363 jours à déglinguer le CFCM. Ouais. Il y a 2 jours dans l'année où il se couche pour attendre la décision. J'adore. Début du Ramadan, fin de Ramadan. Il y en a marre. C'est clair. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, cela dit, effectivement. Ulysse Rabaté sera bel et bien avec nous à 18h tout à l'heure. Invité, donc, premier suppléant, de Farid Amrani, dans ce qui s'est passé dans la première circonscription. On va essayer de poser des questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi les adhérents, pourtant la France Insoumise, étaient en colère suite au résultat qui a donné la victoire à Manuel Valls
dans la première circonscription. Et la deuxième question, pourquoi il y a silence radio depuis cette date? Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne réagit pas? Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà les questions qu'on va entre autres lui poser, bien sûr. Sachez qu'une nouvelle fois, bon, je vous le donne quand même, c'était l'information que plus personne ne prend acte, mais bon, je vous le donne quand même, c'est importante. Ça se passe en Irak. Un kamikaze qui s'est fait exploser dans la province d'Al-Anbar. Il a tué 8 civils et un soldat. Et moi, je vous donne une information qui ne circule pas sur la presse occidentale pour le moment, mais il y aurait eu, je mets au conditionnel bien que je sois sûr de l'information. Non, mais moi j'ai trouvé parce que j'ai lu. Donc des tirs entre un groupe terroriste à côté de la Mecque et la police saoudienne ou l'armée saoudienne. Et il y a donc parmi les terroristes, quelques-uns ont été arrêtés. Il y en a un qui s'est fait exploser à quelques mètres de la grande mosquée, donc de la Mecque. Très bien. On aura... Comme quoi, oui. Ces choses, aujourd'hui, on est dans un cycle infernal. Et même les allumeurs de mèches ne sont pas à l'abri de ce que la mèche va produire. Et puis on va parler évidemment, parce que c'est un sujet d'actualité depuis quelques semaines maintenant, Mourad, Tarek Mami, le Qatar, qui est mis de côté, vous le savez, par ses voisins, l'Arabie Saoudite et ses alliés. Plus de relations diplomatiques, un début de blocus économique, mais les bloqueurs s'impatientent. Ils adressent à l'Émirat une liste de doléances. La liste de doléances comporte 13 points. Il est demandé au Qatar, par exemple, de limiter ses relations diplomatiques avec l'Iran, de fermer sa base militaire turque en fond de construction sur son sol, de rompre ses liens avec plusieurs organisations terroristes. Sont cités les frères musulmans. Si, sont cités. J'ai dit sont cités. Oui. Les frères musulmans. D'accord. L'État islamique, Al-Qaïda, le Hezbollah ou encore Fatah al-Sham, ex-Front al-Nusra en Syrie. Les médias sont également visés. Le Qatar est sommé de fermer plusieurs chaînes de télévision. Principalement Al Jazeera. Oui, la puissante Al Jazeera, comme disait Tarek. Voilà pour les principaux points. Doit à 10 jours pour obtempérer. Est-ce que le PG fait partie des doléances? Non, pas du tout. Alors, ça vaut pas le coup. Non, mais ça vaut pas le coup. En fait, Christophe, il y a une phrase qui résume la totalité. C'est le 7e ou 8e point. Il dit, en clair, je traduis brut en français, que le Qatar doit rentrer dans le rang. Ouais. Non, mais clairement, voilà, je le précise, dans le rang de la ligne décidée par l'Arabie, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte aujourd'hui. Voilà. Donc, tout le reste, on peut ne pas l'enlever, on fait un seul point, et une fois que ça rentre, ils disent, pour rentrer, il faut enlever ça. En tout cas, voilà, par contre, il n'y a pas un point pour lui dire de cesser les relations cachées avec Israël. Là, ce point-là n'apparaît pas sur les 13. Non, ça apparaît pas là. Ça apparaît pas. Alors, dans la région aussi, un pays en grave crise humanitaire, le Yémen, où une épidémie de choléra a déjà fait plus de 1300 morts. Elle pourrait atteindre le seuil des 300 000 cas à la fin du mois d'août, d'après les Nations Unies. Le Yémen, encore une fois, les Saoudiens sont pas étrangers là-dedans. Ils ont rien fait. Ils ont juste déstabilisé un pays qui existe, avec lequel ils sont pas d'accord. Et ce pays est en train aujourd'hui de rentrer dans le groupe qu'on appelle les États faillis. C'est quoi un État failli aujourd'hui en sciences politiques? C'est un État dans lequel il n'y a plus de pilote, il n'y a plus de commandement, il n'y a plus de gouvernement. Et donc c'est reparti en 1000 structures. Et chaque structure gère les 3 km² qu'elle contrôle. Un petit zapping rapidos dans un instant. Et d'ailleurs, c'est cette notion d'État failli que le président Macron a utilisé pour revenir ou pour changer légèrement la position par rapport à Bachar, avec une phrase terrible. Oui. Personne ne m'a présenté encore aujourd'hui son successeur légitime. Changement quand même considérable sur la ligne Hollande. Là, le Nasrallah ne fait plus le bon travail, comme dit-on de monsieur Fabius. Ouais, voilà. Alors, je disais, petit zapping rapidos. Ulysse Rabat est notre invité. Les 2 coups de gueule, parce que c'est des coups de gueule aujourd'hui. Tarek Mami sur l'émission. Un peu long, mais je m'excuse. C'est bien de le préciser. Moi, je suis vénère, attention. Moi, Goual, il est vénère. Pourquoi, lui, par rapport au discours des politiques? Oui. On est la seule communauté religieuse et je vais dire la seule espèce humaine à accepter de se faire insulter et à applaudir en même temps. On est d'accord. On est très très fort pour ça. On est d'accord. Et puis on parlera évidemment du discours, parce que vous y étiez, Tarek, de Emmanuel Macron, que vraiment en toute objectivité, n'importe quel musulman en France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Macron, peut franchement peut adresser un bon point. J'en parle dans ces termes-là, cher Christophe. Ouais, voilà. Encore une fois, je m'en suis jamais caché. Je suis pas macroniste, mais là pour le coup, pour l'instant, c'est un parcours sans faute. Ça se passe bien. Et je sens la France apaisée. Ouais. Pour l'instant, et espérons que ça continue le plus longtemps possible. Malgré 2 attentats quand même. Malgré 2 attentats ratés. Non mais quand vous êtes dans l'optimisme,
y compris ces attentats, faut passer dessus. Ça glisse sous la peau. Parce que vous avez une espèce d'objectif. Mais quand vous êtes angoissé comme Monsieur Strozzi et autres, et qu'on fait tourner toute la vie de tout le pays sur un seul point, forcément l'angoisse est contaminante. Alors, merci. Dans un instant, Christophe, pardon, juste dans 30 secondes, il y a un très très gros début de conflit justement entre la Fédération des Républicains des Bouches-du-Rhône et Monsieur Estrosi. Ah bon? Ils commencent à régler leur compte. Non, mais tout ça va exploser, vous inquiétez pas. Et le Parti Socialiste, il a vendu son pavillon à Marseille, pareil? Ils parlent de le vendre parce qu'ils ont plus d'adhérents. Ouais. Hein, ils ont plus d'adhérents, mais ils ont moins d'adhérents que le PSG a de supporters. C'est pour dire, à Marseille. Ouais, bah, eh ben, dites donc. je rajouterai quand même que M. Mélenchon a voulu phagocyter au passage les communistes, au prétexte qu'ils avaient 11 voix. Ça a loupé. Non, mais c'est pas que ça. 11 sièges. Et il dit, ils ont 11, j'en ai 17, donc on se réunit et je suis le chef. Et les cocos qui ne sont pas nés hier, mais plutôt avant-hier, ils ont été chercher les 4 élus ultramarins qui leur manquent. Et ils disent, salut, on est divorcés. Tu nous as insultés pendant la campagne. On va s'occuper l'un de l'autre pendant les 5 ans qui viennent. Vive la politique. Oui. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous avec Mourad Goual, notre Parisien, et Tarek Mami, notre Marseillais. On a inversé un peu les choses. Les gars, on est à l'antenne en direct. Non. Bonjour. Oui. On y va. Voilà. Bienvenue, on est en direct, hein. Ouais. Voilà. 01 40 33 9000 bien sûr sur France Maghreb 2 pour votre grand forum. Et notre invité qui est avec nous ce soir, Ulysse Rabaté. Bonsoir Ulysse. Allô. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes le premier suppléant de Farida Amrani, donc la candidate de la France Insoumise de la première circonscription de l'Essonne. Donc vous avez affronté lors du deuxième tour Manuel Valls. Il y a eu apparemment des contestations. Que s'est-il passé, Ulysse? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu en brief, en tout cas, ce qui s'est passé durant cette soirée et ce pourquoi les militants de la France Insoumise et de Farida Amrani contestent le résultat? Écoutez, déjà, donc il y a eu un score très serré qui a été proclamé par l'ancien Premier ministre. Nous, tout le long de la campagne et le jour du scrutin, donc on a constaté de nombreuses irrégularités, et c'est pour ça qu'on dépose un recours devant le Conseil constitutionnel la semaine prochaine. Très bien. Alors ça c'est pour donc une soirée très agitée. Il y a eu recomptage apparemment dans la mairie. Est-ce que vous confirmez que la mairie a été empêchée d'accès par la presse et par vous aussi? Ce qui est sûr, c'est que l'accès à la mairie au moment du recomptage, en tout cas au moment du comptage des derniers bureaux, l'accès à la mairie a été, on va dire, très difficile pour les candidats et la presse. Et donc ça fait partie en effet des éléments sur lesquels nous on se repose pour le recours. Ulysse Rabaté, de quel œil voyez-vous le... mal, par contre. Oui, apparemment vous êtes dans un endroit où il y a pas mal de bruit. De quel œil voyez-vous justement le non-soutien, parce qu'on peut appeler ça ainsi, du chef de la France Insoumise? Il y a eu un soutien des porte-paroles de la France Insoumise qui en plus par ailleurs nous ont contactés. Donc on est soutenu par la France Insoumise, mais surtout par le chef. des centaines et des centaines et des centaines de citoyens à travers la France qui nous soutiennent dans notre démarche. Et l'intérêt de parler ce soir sur votre antenne, je vous remercie de me donner la parole, c'est de les remercier tous parce que on est on a un très large soutien populaire dans notre combat politique. Alors Ulysse, Tarek Mami, Mourad Goual, allez-y. Juste, bonsoir Ulysse, bienvenue. Je vous entends pas très bien les amis. Oui, alors bonsoir, vous m'entendez là? Bonsoir, vous m'entendez? Ulysse. Très mal. Alors posez la question Christophe, comment ça se fait que M. Mélenchon n'est pas monté au créneau? C'est tout ce que j'ai à dire. Ulysse Rabaté, la question qu'on peut se poser quand je parlais de non-soutien du chef de la France Insoumise. Mais je sais pas si vous pouvez vous isoler ou pas, parce que Ulysse, sinon on va pas y arriver. C'est par rapport à Mélenchon, pourquoi d'après vous il n'est pas monté au créneau, il n'a-t-il pas fait une déclaration? C'est pour ça qu'on s'interroge.
J'ai entendu un tout petit bout de la question. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Désolé, je vous entends pas du tout. Ah bon. Bon, je sais pas où vous êtes, Ulysse, mais il faudrait peut-être bien que vous me mettiez dans un endroit un peu plus calme pour qu'on puisse peut-être poursuivre l'entretien, sinon ça arrive. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à revenir pour nous tenir au courant de ce recours. Voilà. Je pense qu'on essaiera d'avoir Ulysse Rabat. Bon, le minimum quand même d'Ulysse Rabaté, c'est quand on a un rendez-vous avec une radio, c'est de s'isoler quand même. Hein? Bon, je dis ça, je dis rien. 01 40 33 9000. Ceci étant, bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a pas voulu se mouiller par rapport à Mélenchon. Ça, c'est clair. Alors qu'il aurait, voilà, on a eu droit de constater que effectivement la porte-parole de la France Insoumise a parlé, a évoqué cette affaire. Elle a parlé où? Elle a parlé dans les médias. Oui, dans les médias. Il n'y a pas de communiqué, le parti, il n'y a pas un truc officiel du parti. On a eu droit en direct au coup du tunnel. J'y croyais pas et je viens de le vivre en direct. C'est vraiment, c'est petit, je trouve. Non, mais c'est pas grave. Voilà. On passe à autre chose. Et voilà. Ben, on va quand même pas priver les auditeurs des questions qu'on allait poser à ce monsieur. Moi, je m'interroge sur le silence de Mélenchon. Pourquoi ne s'est-il pas déplacé même pendant la campagne pour se soutenir? Non, mais peut-être la campagne, peut-être pas, mais à partir du dimanche soir, à partir du lundi. Alexis Corbière, qui d'habitude est très à l'aise. Rachel Gurado, pareil, qui parle beaucoup sur les plateaux. Non, mais c'est elle qui a apparemment parlé, c'est elle qui est là. Voilà, donc moi je suis interpellé parce que quel que soit l'écart de voix, à partir de 100 voix, c'est sûr qu'on va sur une annulation. Donc je comprends pas toute la gymnastique. Il y a une autre chose en tradition politique dans ce pays. Vous avez Monsieur Hamon qui a perdu avec 80 voix. Donc, il serait en droit de rentrer dans le recomptage. Tout à fait. Vous avez d'autres qui ont perdu à 24 voix. Il y en a même un qui a perdu à 14 voix. À 8, moi j'en connais. Jean-Pierre Dor à Montargis. Voilà. Donc, ou à 8. Moi j'ai vu 14. Et les adversaires en face ont reconnu la défaite parce qu'ils ont eu l'impression que tout était à la régulière. Bon, on a gagné de 8, on a gagné de 10, c'est pas grave. Et ce problème de 100 voix ou 1000 voix ou 5000 voix ou 139 voix, donc quand je dis 100 ou 5000, c'est quand on a l'impression qu'une élection n'est pas régulière, qu'on a le droit moral d'aller saisir. Et ce droit moral, il existe, chères auditrices, chers auditeurs, et ne peut être soutenu que par le chef. Alors, ou le chef, le soir même, il téléphone et il dit on arrête, on accepte, et on n'en parle plus. Tout à fait. Ou le chef, voyant ses troupes partir dans tous les sens, lundi pareil à midi ou mardi après la déclaration de la préfecture qui a validé le résultat, fait pareil. Mais à partir mais non, il veut pas, la préfecture n'a pas validé puisque Farid a dit qu'elle n'avait pas signé le PV. Si, elle a été à la préfecture parce qu'il y a deux recours que vous pouvez faire. Vous avez un recours d'urgence à la préf et vous avez le vrai recours au conseil. Et donc la préf a donné raison à Monsieur Valls. Mais tout ça, c'est de droit, c'est assez compliqué. Mais si vous voulez, à partir du moment où le chef est convaincu que ses troupes ont raison, il les défend. Tout à fait. À défaut, il leur interdit d'utiliser dans leur bataille de recours le sigle France Insoumise. Or, on se retrouve donc exactement, c'est ce que je reprochais moi dès lundi matin du premier tour de l'élection présidentielle, dans cette position ambiguë de Monsieur Mélenchon qui roule que pour sa pomme, comme lui il dit par rapport aux autres. On est d'accord. Voilà. Et comme il roule pour sa pomme, donc lui il est élu aujourd'hui, ça l'emmerde, à la limite il aurait préféré que la Farida perde avec 1000 ou 2000 pour qu'on n'en parle plus. Puis il y a un truc qui m'interpelle, comment on pardon peut... Mourad, vous coupez, on a retrouvé Ulysse effectivement qui est avec nous et qui j'espère nous entend mieux. Ulysse Rabaté, on vous posait la question tout à l'heure justement par rapport à Mélenchon, vous avez répondu sur les porte-parole qui effectivement a défendu Farid Amrani, mais par rapport à Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France Insoumise, le fait qu'il ne soit pas monté au créneau, c'est très surprenant quand même, non? Surprenant, en tout cas nous on a été contactés, on est très fortement soutenus depuis le début de cette campagne, on a fait venir Mélenchon à Évry pour une grande initiative citoyenne. Après le deuxième tour, Ulysse. Après le deuxième tour, après ce qui s'est passé dimanche. Vous savez, nous on le revendique depuis le début, cette candidature, c'est un très large rassemblement citoyen, soutenu par la France Insoumise, mais aussi par une multitude de citoyens, d'intellectuels, d'artistes, qui dépassent largement le cadre de la France Insoumise. Ok, donc, ça c'est plus clair. Nous, ce qui compte aujourd'hui, c'est ce soutien très large. Donc il y a celui de la France Insoumise, et puis il y a surtout celui de plein d'autres citoyens qui ne se sont pas forcément reconnus dans la France Insoumise aux élections présidentielles et qui là nous soutiennent. Alors Ulysse Rabaté, Mourad Goual, le Marseillais du Grand Forum, te pose une question. Ulysse, on peut pas se satisfaire d'une réponse comme ça parce que le score que vous avez fait, qui est très honorable et respectable, vous l'avez pas fait grâce aux artistes, grâce aux présidents d'associations dont tu veux essayer de nous vendre la présence. Tu l'as fait parce que c'était France Insoumise et c'était Mélenchon qui était porte-parole ou en tout cas le porte-étendard de cette élection. Donc il faut être honnête. Non, il faut être honnête. Faut pas se mentir.
on a une différence d'interprétation. Oui, mais je suis pas le seul à voir les choses comme ça. Farida Amrani était élue conseillère municipale d'opposition à Évry depuis 3 ans. Pour ma part, je suis conseiller municipal à Corbeil-Essonnes également depuis 2014 et engagé sur cette ville depuis 10 ans. Donc nous, le score qu'on fait sur la circonscription, on l'interprète aussi comme le fruit d'un long travail de terrain, puisque Farida comme moi avions déjà affronté Manuel Valls par le passé. Et donc évidemment que nous on interprète notre score exceptionnel, parce que je rappelle donc que c'est 50-50 à l'échelle de la circonscription, mais à Corbeil-Essonnes par exemple on fait 60%, on fait 60-40. Donc tout ça c'est le fruit de nos combats, notamment sur ce territoire face à Manuel Valls, mais aussi face à Serge Dassault. Pardon Tarek, je veux juste poser une question. Ulysse, il n'y a pas de souci. Comment vous en êtes arrivé à ne pas avoir assez d'assesseurs dans une élection aussi essentielle, ce second tour qui était aussi décisif, de manquer d'assesseurs alors que il fallait être 2 fois plus nombreux qu'eux? Comment vous en êtes arrivé à être en sous-effectif? C'est le paradoxe de notre époque, c'est que sur une circonscription aussi emblématique que la nôtre et un combat aussi suivi nationalement, eh bien, nous n'avions pas assez de militants aguerris pour être présents dans les bureaux de vote. C'est une question qui doit tous nous interroger sur la manière aujourd'hui dont les citoyens s'approprient la politique, s'en mêlent et donnent du temps pour ces échéances-là. Et donc, nous, on met cette question-là au même niveau, par exemple, de celle qui nous interpelle, qui est celle de l'abstention, qui a été extrêmement importante, y compris sur notre circonscription, et ça, on l'oublie pas. Et donc, tout ça nous interroge, au-delà de notre satisfaction sur le score qu'on fait, tout ça nous interroge évidemment sur tout ce qui reste à faire pour que le maximum de citoyens se reconnaissent dans la politique et s'engagent. Et cette question de notre présence dans les bureaux de vote pose aussi ce sujet-là sur la table. Mais on les affronte tous. Ok. Ulysse, une autre question sans rentrer dans le détail des recours qui est donc entre les mains de votre avocat. Est-ce que c'est dans les bureaux de vote où vous n'aviez pas d'assesseur que vous avez relevé, la différence en faveur de M. Valls? Il y a toute une série d'irrégularités. Non, mais je parle que de celle-là. Et donc nous, on est lu de aucun aspect et aucun motif dans le dépôt de notre recours. Non, c'est une question technique. Est-ce que M. Valls arrive devant vous dans le bureau où vous n'avez pas d'assesseur? La question est claire. Oui, mais comme je vous dis, et comme je l'ai précisé à l'antenne, nous, hors antenne, on rentre pas dans le détail de notre cours. Oui, on est d'accord. On dit qu'on est au travail, on vous garantit qu'on est au travail, et on remercie évidemment tous les soutiens, tous les gens qui suivent de près ce qu'on fait. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a beaucoup de citoyens de la circonscription qui sont engagés dans tout le travail autour du recours, notamment sur les documents officiels en préfecture. D'accord. Et donc voilà, on remercie l'engagement de tout le monde, et c'est que par cet engagement citoyen-là qu'on est en capacité de faire notre recours. Alors, comme on est tout seul, je vous pose une question perso. Quel est votre ressenti sur le résultat du recours? Est-ce que vous êtes confiant en conscience que cette élection sera annulée pour être reproduite quelques mois plus tard? Vous avez posé la même question que je vous ai posée. Si nous déposons un recours au Conseil constitutionnel la semaine prochaine, on a décidé de le faire, et ben vous imaginez bien que si on a décidé de le faire, c'est qu'on pense qu'on peut le gagner. D'accord. Donc si ou attendez, vous avez dit si, vous allez le faire ou pas? Non, je vous dis on le déposera, ça c'est une certitude. Et ce que je vous dis, c'est que si on a pris la décision de le faire, c'est qu'on pense qu'on peut l'emporter. Ulysse, en toute sincérité, est-ce qu'il y a de la pression autour de vous? Contre vous? Autour et contre vous? Ou une atmosphère vous pesante? Savez, nous, avant d'être des candidats, on est des militants politiques. Depuis des années sur des territoires qui sont très sensibles, parce qu'on est sur le territoire de Manuel Valls et Serge Dassault. Donc vous inquiétez pas, la pression, on est habitué depuis des années, et c'est pas ça qui nous empêche de faire de la politique. Pas la bonne réponse, et donc, cette année, comme les autres années, c'est un combat qui est très dur, pas la bonne réponse, vraiment très dur, et c'est pour ça, en tout cas c'est la mienne, voilà, bien fait, ça c'est du Georges Marchais, ça. C'est un combat très dur depuis des années, est-ce qu'il y a une pression malsaine? C'est pour ça qu'on le lâche pas. Est-ce qu'il y a une pression malsaine, est-ce que tu ressens une pression malsaine, ou en tout cas intimidante? Ou une atmosphère intimidante ou malsaine? Je le redis, je suis désolé, je vais me répéter, on mène des combats très difficiles depuis des années, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait une résonance nationale à notre combat, bien sûr que ça nous aide, parce que c'est des combats très rudes, je le répète, sur les terrains de Manuel Valls, mais aussi de Serge Dassault, très rudes, et c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas toujours eu le soutien qu'on a aujourd'hui, et donc aujourd'hui, évidemment qu'on profite de ce soutien, et que ça nous aide pour mener notre combat.
peux répondre à la question parce que là tu me convaincs pas justement, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une atmosphère pesante et Non, malsaine mais écoute, non c'est donné 2 fois la même réponse, donc si c'est elle pas la ne bonne satisfait réponse, pas, j'en suis écoute, on confus, arrête mais c'est celle que je donne. Voilà. Bon, eh ben écoute, Ulysse, bon courage en tout cas. Peut-être dernière question. Oui, vas-y, Tariq Parmi. Quand vous circulez aujourd'hui, je sais pas si vous faites encore un peu le marché ou dans la ville, est-ce que la réaction est contrastée ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous chuchotent, ne lâchez rien? Déjà, vous inquiétez pas parce que nous, contrairement à Manuel Valls, on marche dans nos villes sans garde du corps, donc depuis dimanche, on a croisé beaucoup de monde dans nos villes, et évidemment que les gens nous disent de pas lâcher et considèrent que ce combat il est encore en cours, évidemment. Évidemment, et c'est d'ailleurs en l'honneur de tous ces gens-là qui se sont engagés et qui ont donné de leur temps, de leur énergie et aussi au nom de l'espoir soulevé que c'est de notre responsabilité aujourd'hui de continuer en faisant ce recours. Donc c'est évidemment aussi pour eux et avec eux qu'on fait ce recours. Alors, vraiment toute dernière de ma part, aujourd'hui, est-ce qu'il reste quelques socialistes à Évry et qu'est-ce qu'ils pensent de la position de leur parti de ne pas avoir mis un candidat face à M. Valls? Ça, écoutez, j'en sais rien, il faut leur demander. Je suis vraiment confus, mais... Ulysse Rabaté. Mais il faut leur demander. Moi, je vous pose la question par rapport à la réaction de Manuel Valls qui dit il n'y a pas de contestation possible et de toute façon, on a fermé la mairie par sécurité parce que les militants de la France Insoumise étaient vraisemblablement assez énervés, des sauvageons qui compromettaient la sécurité. Bon, écoutez... Manuel Valls est coutumier de ce genre de ce genre de propos et donc évidemment que nous toute notre campagne on l'a faite justement contre la violence en politique qu'incarne Manuel Valls, donc évidemment que ces mots-là comme d'autres déclarations par le passé n'ont aucune valeur pour nous. Merci Ulysse Rabaté en tout cas et puis on aura bien entendu. Tenez-nous au courant de l'évolution de ce dossier. Bonne continuation. Vous serez tenus au courant. Je vous remercie beaucoup et c'est l'occasion quand même de remercier à votre antenne tous les gens qui nous soutiennent, qui nous écrivent, qui disent chaque petit mot là dans ce combat-là. Vous savez qu'il y a une pétition qui tourne. Et donc je vous remercie aussi de nous laisser évidemment votre antenne. Vous savez qu'il y a une pétition qui tourne qui vous soutient? Oui, évidemment, bien sûr, on suit tout ça de près évidemment. D'accord. Faudrait la signer alors. Merci beaucoup. Ulysse Rabaté. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, Ulysse Rabaté, donc sur France Maghreb 2. Oui, une pétition, elle a atteint 6000 ce soir. 6028 personnes exactement qui ont signé. Alors c'est pour soutenir le recours auprès du Conseil constitutionnel. Le jour où il sera fait. Il va être fait, monsieur Mamie. Soyez pas impatient, vous savez bien. Moi, vous savez, moi, Conseil d'État, je connais, cher Christophe. Moi, Christophe. Conseil constitutionnel, je connais. Ça fait partie de mon métier en dehors de la radio. Et donc, je sais, comment ça marche. Moi, si on a le temps, je vais te dire ce que je ressens après cet échange qu'on a eu avec Ulysse. Mais ça n'engage que moi. C'est un bon garçon, hein. Ah oui, non, j'en doute pas. Je l'ai trouvé brillant d'ailleurs au soir de l'élection. Il s'est très bien exprimé. C'est peut-être lui d'ailleurs qui aurait dû être à la place de Farida. Ça, c'est mon avis. Qu'il ne m'en veuille pas, hein, mais j'ai un ressenti, je vais l'exprimer, il n'engage que moi. Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une posture d'alibi. Je pense qu'il n'y aura pas de recours, ou s'il y a un recours, il sera très faible de manière à tomber à l'eau. Mais il n'y a pas de recours très faible parce que vous avez... mais on aura le mauvais argument. Je sais pas si vous en avez déjà lu quelques-uns des recours. J'ai fait un peu de droit, le recours tel qu'il est déposé au Conseil constitutionnel. Non, mais sur le motif, sur le motif qui sera évoqué sera un motif qui tombera à l'eau par sa fragilité. Et j'ai l'impression, après avoir échangé avec Ulysse, que tout ça, le silence de Mélenchon, son retrait, Alexis Corbière qui en parle pas du tout, que en fait ils ont servi d'alibi à Valls, voilà, tout simplement. Bon, allez, on va passer aux avis tranchés, ou plutôt coup de gueule du vendredi, avant de passer au reste. On va commencer par celui. Alors je rappelle juste, cher Christophe, dans la discussion, que le dernier vendredi du mois de Ramadan est appelé la journée de Quds, la journée de Jérusalem, voilà, et depuis 1979. Sauf qu'il se trouve, et c'est toujours malheureux parce qu'on est dans la discorde, comme cette initiative avait été prise en son époque par l'imam Khomeini, chiite, iranien, donc tout le monde fait comme si ça n'existait pas, et aujourd'hui en Iran, tous les derniers vendredis du mois de Ramadan, est la journée qui est devenue la plus importante du Ramadan pour les Iraniens.
Alors regardez les paradoxes. C'est-à-dire, quand une cause est noble, elle nous dépasse. Quand il y avait l'apartheid, on cherchait pas à savoir si les gens qui se battaient étaient des Zoulous ou pas des Zoulous. On pensait que ces gens-là méritent la dignité et tout le monde se mettait derrière. Mais là, dès qu'il s'agit de musulmans et depuis le wahhabisme, et moi, il m'est sorti de la tête il y a bien longtemps cette vision du monde, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui fait, il appartient à quelle population, parce qu'il n'y a pas de peuple, il appartient à quelle secte religieuse, et si les chiites, il est de quel de chiites, parce qu'il n'y en a 4 ou 5, si les sunnites, il est de quelle école, et c'est malheureux. Donc moi, je tiens ici à rappeler que pour France Maghreb 2, que les uns l'acceptent, que les autres refusent. Aujourd'hui, c'est la journée de Jérusalem, c'est la journée de Quds, et c'est une journée avec une pensée actuelle, je veux dire particulière pour les Palestiniens, et ce n'est pas un hasard. En plein cœur de Radioton. Voilà, et c'est pas un hasard que notre Radioton, tous les ans, se passe avec CBSP, donc le comité de bienfaisance et de soutien du peuple palestinien, a toujours lieu le dernier week-end du mois du Ramadan, et jusque-là, ça tombe plus ou moins toujours un vendredi. Allez, c'est parti pour les coups de gueule. On va commencer par celui du Marseillais, tiens. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Morad Goual, alors de quoi vas-tu nous parler? T'es un peu énervé. Hein. Ouais, dans la foulée de l'échange que j'ai eu avec Ulysse, je vais parler. Alors, j'ai été invité hier soir à rompre le jeûne à la Grande Mosquée de Paris, en présence du ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérard Collomb. Ah, et ce que je vais raconter est valable pour les FTAL de l'année dernière, de l'année d'avant, depuis 10 ans, depuis Sarkozy, depuis Mitterrand, on peut remonter jusqu'au calendrier grec. Le ministre de l'Intérieur a eu un discours qu'on entend aujourd'hui de partout, tous les jours, et c'est toujours le même discours. Et dans la même phrase, il a pu exprimer, parler d'Averroès et parler de Daesh, dans la même phrase. Et il nous disait, vous les bons musulmans, il faudrait que vous fassiez en sorte que les mauvais musulmans, que l'on sache, que vous ayez la pédagogie de dire aux gens que l'islam, c'est pas ces gens-là, ce sont pas les poseurs de bombes, ce sont pas ceux qui font sur des policiers, et que voilà, il y a un bon islam, c'est Averroès, et que le mauvais islam que représente Baghdadi et tous ses copains, c'est pas vous, il faudrait que vous le disiez haut et fort. Ça, c'est un discours qui passe partout, bien entendu, tout le monde applaudit, parce que nous, on est très fort pour applaudir ou danser du ventre. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce que les ministres, lorsqu'ils vont dans des églises ou en tout cas dans des réceptions religieuses liées aux catholiques, est-ce que ceux-là disent aux chrétiens qui sont présents dans l'assistance, vous les bons chrétiens, allez dire aux ces mauvais chrétiens, ces pédophiles, que la chrétienté c'est pas la pédophilie, que la chrétienté c'est vous. Je pense pas qu'ils le disent. Je pense pas qu'au dîner du CRIF, quand les ministres ou que le président de la République s'exprime, qu'il pose la question aux représentants du culte juif en disant, vous les bons juifs, allez dire à ces mauvais juifs qui pratiquent les escroqueries au divorce, qui pratiquent des escroqueries en tout genre, qui commettent des exactions au nom du sionisme et de la religion en Israël, que la religion juive ce n'est pas ça. Ils ne le font pas, ils se permettent pas, mais avec nous ils se permettent tout. Et je suis effaré, je suis agacé, j'en peux plus de voir avec quelle passivité on accepte tous ces propos. Donc en résumé, on se fait traiter on nous explique qu'il y a les bons et les mauvais musulmans. Moi je savais pas qu'il y avait les bons et les mauvais, je pensais qu'il y avait des musulmans tout court. Et puis on applaudit ces gens qui viennent nous dire vous. Alors moi ok, s'il y a des bons et des mauvais musulmans et que vous voulez qu'on dise, que vous souhaitez qu'on dise à l'opinion publique qu'effectivement il y a des bons et des mauvais musulmans, alors laissez-nous nous exprimer, arrêtez de donner la parole à Sifawi, à Chalroumi, à ces analphabètes. Parce que eux, justement, ils font l'inverse de ce que vous souhaitez. Eux, ils ne parlent que des mauvais musulmans en disant qu'en plus, il n'y en a pas de bons. D'ailleurs, il y a une petite blague qui est passée sur Facebook, qui a repris un tweet de Sifawi où il explique qu'il faut faire attention parce que ce soir, dans le dogme djihadiste, donc c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de dogme musulman, c'est le dogme djihadiste, c'est-à-dire qu'il ramène le djihadisme à une pratique, à un culte religieux, de faire attention parce que dans le dogme djihadiste, les attentats suicides sont autorisés. Voilà, c'était mon coup de gueule. Merci Morad. Un coup de gueule qu'on peut partager, Tarek, non? Oui, tout à fait. Je rajouterai peut-être un mot sur le fait et que on vous opposera, et d'ailleurs même les chiites commencent à le faire, cher Mourad, que vous n'avez pas aujourd'hui dans l'église chrétienne des manifestations qui touchent tout le monde. Et là où vous auriez pu appuyer encore plus, c'est que personne
ne dit, quand on va dans les églises, surtout aux États-Unis, vous êtes les bons chrétiens et les mauvais chrétiens, ce sont ceux du KKK, le fameux Ku Klux Klan, qui tue les autres. Et là, je vous rejoins sur ce point-là. En réalité, vous êtes le poids que vous représentez. Tout à fait. Et ça reviendra à mon papier de tout à l'heure. Comme on ne représente rien, donc on ne pèse pas. Donc notre poids, et je le dirai tout à l'heure, malheureusement pour moi et pour nous tous, nous pesons le poids d'un plat de cacahuètes. Et c'est inquiétant pour nos enfants. Si on pouvait écouter M. Kbibech, parce que je rebondis dessus. Pas maintenant, parce que je rebondis, mon papier est construit sur lui. Ouais, mais justement, on écoutera M. Kbibech dans un instant, et ensuite votre papier, votre coup de gueule, donc sur qui viendra après Kbibech. Pour bien entendu parler aussi de l'émission du Ramadan. Principalement, Kbibech est le prétexte à tout ça. Qui est le président du CFCM jusqu'au 1er juillet. Et on le dira là-dedans. Et nos amis turcs arrivent, c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Mourad Goual, Tarek Pami en ce vendredi soir, et Tarek Pami, on va retrouver votre un grand papier que vous nous avez préparé là aujourd'hui. Oui. Vous êtes allé, et on en reparlera d'ailleurs dans votre papier, ce mardi au dîner Iftar, invité donc par le CFCM, qui recevait, c'est une première, le président de la République Emmanuel Macron. Et vous avez profité évidemment pour saluer le président Anwar Kbibech, qui vous avait souhaité poser une question. On écoute. Monsieur Kbibech, vous êtes donc président de CFCM, vous recevez le président de la République, fraîchement élu. C'est une première dans l'histoire de France que le président de la République se déplace à un repas officiel CFCM. Oui, tout à fait, c'est une première et c'est un acte symbolique très très fort. Il touche énormément les musulmans de France. Et au-delà du CFCM, c'est l'ensemble des citoyens français de confession musulmane qui se sentent considérés et respectés dans leurs pratiques religieuses, dans leur liberté de croire ou de ne pas croire et leur liberté de pratiquer paisiblement et sereinement leur culte. Alors, manifestement, vous avez négocié vite. Le président est en place il y a moins d'un mois. Comment ça s'est passé pour que le président accepte? C'est la proposition CFCM ou c'est une proposition du président? Non, mais globalement, le CFCM a toujours pris l'initiative et nous avons rencontré le président Emmanuel Macron pendant la campagne électorale. Nous avons entamé un dialogue fructueux et ouvert avec lui et serein. Et ceci se prolonge par sa participation aujourd'hui à l'Iftar du CFCM, qui est une reconnaissance de la qualité de l'action et du dynamisme du CFCM. Merci, on reprendra la suite tout à l'heure après l'arrivée du président. Merci. Monsieur Kbibech qui répond pas tout à fait exactement, Tarek, parce que dans le discours d'Emmanuel Macron a bien dit à un moment, j'avais promis d'être là ce soir, je suis là. Voilà. Alors, Tarek, on vous écoute donc sur ce que vous avez souhaité nous faire partager. Alors, en fait, j'allais dire c'est un double coup de gueule, c'est une double accroche, parce que après donc cette interview de Monsieur Kbibech que nous venons donc d'écouter, après le discours du président, on se retrouve hier soir avec une émission dont le titre est Ramadan. On ne va pas rentrer dans le détail, on y viendra tout à l'heure. Et donc, comme nous venons d'écouter l'interview de Monsieur Anwar Kbibech, actuel président de CFCM, sur la signification de la présence du président de la République, M. Emmanuel Macron, au dîner Iftar du CFCM, qui est une première depuis 10 ans. Cette présence a manifestement enthousiasmé tous les citoyens français épris de liberté, d'égalité et de fraternité, au-delà de leur croyance ou incroyance. Ils y ont vu un geste fort de ce jeune président de la République envers une partie de ses concitoyens, les citoyens de confession ou de culture musulmane, originaires majoritairement du continent africain, Maghreb et Afrique subsaharienne, mais également de la Turquie et de très nombreux autres pays. Malheureusement, à cette bonne nouvelle et belle initiative du président Macron répond une réalité criarde du traitement de l'information quand il s'agit de cette fraction de citoyens, manifestement toujours à part et jamais encore à part entière. Traitement de l'information, ou plutôt non-traitement de l'information, puisque aucune télévision publique, et plus précisément ni France 2, ni LCP, ou télévision privée d'information dite contenue ou généraliste, n'a diffusé ni une partie ni intégralement le discours du président au cours de ce dîner. Pourtant, ces télévisions, surtout celles dites d'information continue, se jettent sur n'importe quelle conférence de presse ou déclaration pour s'empresser de les diffuser et ne pas rater ce qu'on appelle un scoop. Il nous apparaît donc ici que le discours du président de la République au dîner du CFCM, le premier du genre, ne constitue donc pas un scoop pour cette presse audiovisuelle. Ce faisant,
ce fait majeur devrait remettre les pendules à l'heure dans la tête de ceux qui se croient représentés ou représentants de quelque chose ou de quelque poids dans ces pays, surtout quand ils sont de culture musulmane, au-delà de leur qualité intrinsèque et de leurs compétences professionnelles reconnues par leurs pairs. Pour le reste de la société, cette fraction de citoyens n'existe pas. Pour les médias, y compris ceux qui trustent le plateau en qualité de spécialistes de l'islam, qui le défendent avec leurs faibles arguments ou qui l'attaquent, le dénigrent, comme trop souvent, il n'existe pas non plus. Mais tout ça est normal, plus que normal. Monsieur Kbibesh termine, lui, son mandat de président du CFCM ce 30 juin, avant de le transmettre, cette présidence, à monsieur Ahmed Okras, pour une période de 2 ans, et les prochaines élections des CRCM, c'est-à-dire les comités régionaux de culte musulman en France, et du CFCM, au Conseil français de culte musulman. Et là, publiquement, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous rappelle? On nous rappelle que cette présidence a été exercée par l'Algérien, Dalil Boubacar, puis par le Marocain Anwar Kbibesh, et puis par le Turc Ahmed Ogras. Et la France, et les Français, ils sont où dans cette description? Et l'islam de France, ou l'islam en France, que fait-il dans cette galère des islams étrangers? Heureusement que l'État français, par la bouche de son président, qui a eu l'intelligence de rappeler à chacun sa responsabilité lors de son discours, qui n'a été entendu, écouté, que par la centaine de personnes présente lors du dîner. France Maghreb 2 a fait, elle, son travail, a diffusé le discours intégral du président en Facebook direct, merci pour eux, puis installé ce discours sur la page Facebook et le site de la radio et la chaîne YouTube. Mais soyons sérieux, ceci constituera une goutte pour les fameux 5 millions de musulmans en France. Les imams se sont-ils rattrapés aujourd'hui dans la presse du vendredi pour expliquer ce discours du président ou en parler? Je crois pas, je doute. Les imams vont-ils prendre la responsabilité de le faire lors du prêche de l'Aïd dimanche ou lundi? C'est tout le mal que je souhaite, mais encore faut-il que le CFCM leur donne consigne. Mais je me dis, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et comme dit notre imam, le professeur Samir Abdeslam, dans sa chronique religieuse quotidienne du Ramadan, demain sera meilleur. Et ceci en écho plutôt optimiste de ce que disait notre ami Feu Ibrahim Hasmaïl dans sa chronique politique quotidienne. Dormez bien, braves gens, la terre tourne, mais elle tourne sans vous. Et la partie remise n'a pas mis longtemps pour arriver, pour donner à tous une seconde gifle après la première gifle. Il s'agit de la fameuse émission des services publics, la nuit du Ramadan. Peu habitué aux soirées devant la télévision pendant les nuits du Ramadan, je tombe par hasard sur cette émission vers minuit. Et du coup, je me mets à confondre rêve, réalité et cauchemar. Du Ramadan, cette émission ne porte que le nom. Que le nom. Une émission soirée musicale qui nous replonge dans les émissions d'antan qu'on croyait enterrer définitivement. Le service public tient donc à rendre hommage aux citoyens de culture musulmane pour peut-être réparer la bourde de ne pas avoir eu le réflexe de diffuser le discours du président lors du dîner du CFCM. Ceci à l'adresse de tous les Français. Il a commis mieux que le message du discours s'adressait à tous les Français, et cette émission, elle s'adresse à qui? Je ne le sais pas encore. Et la continuation de cette émission va provoquer en moi une douleur et une blessure qui continue et qui est profonde. Je décide donc de faire un tour sur le net pour voir ce qu'il en est. Et là, les coups pleuvent. D'abord, je tombe sur une déclaration, plutôt une provocation, sans nom. Ouvrez les oreilles et enregistrez mécaniquement cette parole dans la bouche de Betty Duro, responsable des opérations exceptionnelles de France 2. Que dit cette parole? Après le tapis rouge déroulé en août dernier à Jean-Paul II, c'était la moindre des choses que France 2 s'intéresse au Ramadan et lui consacre une émission spéciale ce soir. Osez comparer cette émission titrée Ramadan à l'émission Tapis rouge réservée au pape est une insulte à l'intelligence du contribuable français qui finance le service public pour avoir des émissions de qualité. Cette émission titrée Ramadan est faite de briques et de brocs.
et de musique de cassette des années de la découverte du rail en France, au prétexte qu'elle soit métissée. Pire, c'est une sous-opérette de quartier. La comparaison vaut cependant son poids de cacahuètes. Mais en fait, est-ce que les citoyens de culture musulmane valent plus cher auprès de Betty Duro qu'un plat de cacahuètes? Ensuite, je découvre une belle déclaration du réalisateur Tawfiq Fares. Il faut rappeler ici que M. Tawfiq Fares est l'initiateur de ces émissions Les Nuits des Ramadans. Ce dernier déclare qu'il n'a pas tenu à s'impliquer dans l'émission de cette année, organisée à la hâte, à la dernière minute. Chapeau bas pour ce monsieur, qui au moins prend sa responsabilité et ne cautionne pas l'incautionnable et excusé de néologisme. Enfin, je rappelle que dans la préhistoire de la télévision publique française, à un temps où le Front National commençait à peine à lever le doigt, le service public diffusait chaque semaine pendant le mois du Ramadan une émission animée par Frédéric Mitterrand, qui lui était un homme de culture, d'ouverture, d'esprit et de maîtrise du sujet. Aujourd'hui, les portes sont bien fermées et le Front National est à son zénith. Post-scriptum pour en terminer. Heureusement que cette émission a été diffusée en pleine nuit. Elle a ainsi échappé à beaucoup de téléspectateurs nocturnes et permis aux autres, s'ils le souhaitaient, d'aller vomir. La nuit du Ramadan sur France 2, excusez-moi, Lapsus est une émission commerciale à vomir. Et pourtant, Tarek, j'insiste, je l'ai pas regardé, hein, mais le casting avait l'air plutôt sympa. Il faut savoir, moi j'approuve. Quand je vois Aïchi là, comment s'appelle la chanteuse des Aurès là. Ouais, mais tu sais, moi j'approuve. Tous les mots qu'a écrit Tarek sur cette émission, ils sont complètement justifiés. En 2013, cette émission avait été, alors c'est un direct différé. C'est-à-dire qu'elle a enregistré dans il a enregistré il y a 2 mois. Oui, mais dans les conditions indirectes. C'est-à-dire que les montages sont juste des montages techniques. Il n'y a pas de censure, il n'y a rien. Il faut savoir pourquoi d'abord. Hier, moi, ce que j'ai vu, c'est que la salle était parsemée. Alors qu'en général, les Maghrébins, ils sont prêts à payer jusqu'à 50 € pour aller voir des chanteurs de rail. Alors là, quand les soirées sont gratuites, que ce soit parsemé. C'est pas en ce moment, mais bon. Voilà, non, mais je veux dire, même pendant le Ramadan, hein, si. Alors, en 2013, cette soirée avait eu lieu à Marseille. Et en fait, le producteur qui est France 2 de cette émission s'associe de manière gracieuse avec chez nous on a énormément de Mexicains, tout le monde représente tout le monde, donc avec des gens qui prétendent être les plus grands représentants de la communauté maghrébine. Et donc en 2013 sur Marseille, c'était une dame qui travaillait à Algérie qui avait été bénéficiaire de tout le volant des invitations de cette émission. Et donc il fallait faire des pieds et des mains ou être copain ou copine avec cette personne-là pour avoir des invitations. Donc déjà ça c'est le premier hiatus. Et puis hier, moi j'ai fait un parallèle qui à mon avis c'est peut-être les Madeleines de Proust. J'ai pas pu m'empêcher de penser à quand j'étais jeune, ce dimanche matin, Mosaïque avec Giloul et je me rappelle plus Pradel, comment il s'appelait donc on passe de la Ligue des Champions à la 3e division et ça pose un problème, quoi. Voilà. Très bien. Alors, vous savez, messieurs, on est en plein Radioton depuis hier avec le CBSP, le comité de bienfaisance de secours aux Palestiniens, et avec Youssef Banderbal qui est avec nous. Salut Youssef, bonsoir, salam alaikum. Bonsoir à tous. Alors Youssef, évidemment depuis hier, le Radioton a démarré. On rappelle évidemment pour soutenir les différentes actions et les différents fonds que vous avez, le fonds en particulier que vous avez versé pour cette campagne Ramadan de 700 000 €, venir donc en aide aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie, du Liban et de Turquie aussi pour ce qui est des réfugiés. Youssef, où en est-on dans ce Radioton à 18h40? Déjà, remercier de tout cœur toutes les personnes qui, depuis hier, ont manifesté leur soutien vis-à-vis du Radioton. Ça fait chaud au cœur de voir que le téléphone sonne, que des gens donnent, car comme on peut l'imaginer, personne ne peut rester insensible devant une souffrance connue de tous. Donc la moindre des choses, surtout en ce mois de Ramadan qui est un mois de bonté, un mois de partage, un mois de fraternité, et ce n'est pas que des mots. On le voit, nous, au niveau du CBSP, que les valeurs existent bel et bien. La preuve, si nous avons pu engager 700 000 €, c'est bien grâce à la générosité et la fidélité et la confiance de nos donateurs que nous remercions au passage. Donc cet espoir-là, il faut le nourrir, il faut qu'il grandisse, il faut surtout pas qu'il s'éteigne, surtout en ce moment,
car ça a été dit sur vos ondes, Gaza, pour ne parler que de Gaza, vit une situation catastrophique à tout point de vue, que ce soit au niveau économique, au niveau social et même au niveau de la vie habituelle. Quand je pense, ça a été dit aussi sur vos ondes que les Gazaouis n'ont pas le droit d'avoir une vie normale, ne serait-ce qu'au point de vue de la routine. La lumière qui s'éteint et qui ne vient pas durant des heures, ils n'ont que, il faut le rappeler à vos auditeurs, que 2 heures par jour d'électricité. C'est très peu pour vivre normalement. C'est des choses qui pour nous sont normales, mais qui pour eux relèvent vraiment de l'impossible. Et nous, à travers ce Radioton, en ces derniers jours de Ramadan, nous voulons lancer un message à tous ceux qui refusent l'injustice, à tous ceux qui sont contre justement cette détresse qui ne cesse de grandir malheureusement au fil des années. Il faut agir, car devant un drame qui persiste, devant une détresse qui s'aggrave, devant des souffrances qui continuent, il faut donner. Donner pour redonner le sourire, donner aussi pour préserver la dignité, donner enfin pour tout simplement pour que d'autres vivent dignement. Il n'y a qu'un seul numéro à noter pour tous ceux et celles qui se sentent concernés, et la Palestine, bien entendu, n'est pas l'histoire d'une seule ONG, c'est l'affaire de tous. Composez, appelez le 01 48 48 85 85, je répète, 01 48 48 85 85. Il n'y a aucun don tout don doit être important, peu importe son montant. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui parmi vous pour vous appeler à faire ce geste avant que le Ramadan nous quitte. Ça serait dommage de laisser ce mois partir sans pour autant avoir fait une bonne action. Et toutes les actions comptent, et c'est pour cela que nous incitons sur le fait que l'importance est vraiment vitale pour les Palestiniens. Alors, on répète le numéro de téléphone, évidemment, hein, donc Youssef, pour rejoindre le CBSP, 01 48 48 85 85. L'adresse, bien sûr, postale pour ceux et celles qui souhaitent envoyer des chèques, c'est au 1 avenue Hélène Boucher, donc 93 120 La Courneuve. La Courneuve, oui. Il y a le site www.cbsp.fr. Youssef, le paiement y est sécurisé. Youssef, je sais que vous êtes en compte Parek au micro. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Voilà. Je sais, vous êtes donc en contact quotidien avec vos représentants à Gaza. Je vais vous poser la question que tout le monde va trouver banale, habituelle, mais comment se passe le Ramadan cette année? Christophe, on a parlé hier avec le fait qu'on est passé à 2 heures d'électricité par jour uniquement. Les gens, est-ce qu'ils ont toujours cette hargne et cette force de se battre? Alors on en a parlé tout à l'heure avec justement le représentant de Gaza qui était en direct à l'antenne. Tout à fait. Oui, bien sûr. Écoutez, comme ça a été dit, notre correspondant du bureau local du CBSP nous a fait part d'un témoignage vraiment émouvant, dans la mesure où il disait que cette fois-ci, le Ramadan est venu dans un contexte très difficile pour les Palestiniens, au vu du blocus, au vu de la destruction de 2014. Rien n'a changé, bien au contraire, les choses empirent au fur et à mesure que le temps passe. Ce sont des familles qui sont jetées dans le désarroi, qui n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins, que ce soit les pêcheurs qui se font tirer dessus, que ce soit les étudiants qui sortent avec un diplôme mais qui voient l'horizon obscurci. Et vous avez aussi des familles, de plus en plus de familles qui sont vraiment dans le dénuement le plus total, et ce n'est pas que des mots. Une histoire nous a été rapportée par notre correspondant, qui est celle d'une famille qui se retrouve dans le dénuement total avec 7 enfants, et dont le frigo est entièrement vide, et tellement vide qu'il servait, qu'il faisait office d'armoire, pour vous dire. Donc c'était ce genre de famille-là, c'est pas une, c'est vraiment des milliers de familles. Et nous essayons à travers notre Radioton en partenariat avec France Maghreb 2 de faire en sorte de changer leurs conditions de vie pendant le Ramadan, bien entendu, mais au-delà, car la solidarité, une fois encore, est vraiment un élément vital pour améliorer la vie des Palestiniens. Et pour répondre à votre question, je pense que les Palestiniens sont les premiers à ne pas baisser les bras, bien au contraire. Malgré tout ce qu'ils endurent, ils restent optimistes, ils restent vraiment, ils font tout, ils s'entraident. Hein. Heureusement d'ailleurs qu'entre eux, il y a une entraide vraiment formidable. Au jour le jour, c'est des familles qui s'entraident au niveau du Ramadan. Mais ceci étant dit, c'est vrai que notre devoir à nous, au vu de cette détresse, il est d'être à leur côté, avec vraiment cette solidarité. Je pense que notre rôle est atteint,
et il le voit en travers les colis que nous faisons parvenir, que nous acheminons sur place, qui sont préparés sur place. Il voit que pour eux, ils sont abandonnés, mais lorsqu'ils voient cette solidarité débordante, si je puis dire, ils se sentent vraiment soutenus, et c'est ça qui est essentiel durant le Ramadan. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent à la fois envoyer leur zakat pour le CBSP, qui est donc l'obligation religieuse. Ah ben voilà. Je l'ai pas fait jusqu'à Salat al-Eid. Non, jusqu'à avant la Salat. Salat al-Eid, oui, avant Salat al-Eid. Avant. Donc ils peuvent ils peuvent envoyer leur zakat, et à côté de leur zakat, ils peuvent mettre un peu plus. La zakat étant de 5 € par personne, et si on est en famille de 4, c'est 20 € par exemple, et rajouter un petit quelque chose. Alors, avec l'intention de dire, c'est à la fois ma zakat et c'est à la fois mon aide pour le peuple palestinien qui résiste depuis 70 ans. Alors, c'est la zakat ou la zakat el-fitr? La zakat el-fitr. Oui, c'est la zakat el-fitr. Il y a la zakat mel. Non, mais moi, je rentre pas dans les détails. Moi, je reste. Merci Youssef. 48 85. On n'oublie pas, et on y va à fond même jusque demain soir et même au-delà. cbsp.fr. Et puis, si vous envoyez le chèque le samedi à minuit, c'est-à-dire avant la salade, pour vous, il est sorti. Donc, il suffit que c'est le geste qui est fait avant la salade de dimanche au lundi. Voilà. Merci Youssef, merci à tout à l'heure avec Mouloud Bouzidi dans l'émission Parler Islam. On va se quitter en musique parce que vous avez la chance, l'honneur de conclure ce grand forum version Ramadan, parce que quoi qu'il en soit, c'est le dernier vendredi du Ramadan. On a la parole, Christophe. Vous nous certifiez que c'est le dernier vendredi? Ça, je vous le certifie. Quelle que soit la décision de demain soir. Alors moi, je suis même prêt à le jurer sur la tête à François Hollande. C'est pour dire. Mais Christophe, Tarek, qu'est-ce que vous faites dimanche, lundi? Est-ce que vous êtes dans l'incertitude? Pour moi, c'est dimanche. À titre perso. À titre perso, c'est dimanche. Pour moi aussi. Et c'est pas la première fois que c'est arrivé, y compris dans le contexte familial et tout ça. Par contre, pour la radio, nous attendrons la décision des grands chefs qu'on respecte 2 fois par an, le premier jour du Ramadan et le dernier jour du Ramadan. En dehors de ça, tout le monde l'a cru dessus. Moi, le premier. On se quitte en musique. Juste un petit mot, si tu m'autorises. Oui, rapide alors. On écoute le coup de cœur de Tarek. Ouais. Juste parce que je reçois beaucoup de textos de Marseille, donc je continue je repasse un salut et un gros alors bonjour. Mourad entretient la prochaine campagne électorale, donc écoutez Mourad pour non, mais nos amis, nos fidèles auditeurs comme Katia qui nous envoie des textos à chaque émission, on l'embrasse, on pense à elle. Salut Katia. Et il y a un petit qui s'appelle Marcel qui porte un écureuil sur la tête, on pense beaucoup à toi Marcel, on te fait un gros bisou et pense à couper les cheveux, c'est important. Une petite chanson de Francis Cabrel que vous avez choisi, Tarek Pami, me surprenez chaque semaine par votre ouverture musicale. C'est la fin. Spécial. C'est la fin. Allez-y Tarek. C'est une dédicace spéciale. Farida Amrani, Ulysse Rabaté et Mourad qui est avec nous dans le studio. Écoutons les paroles. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.